S'habiller ou ne pas s'habiller, ça dit quelque chose de chaque personne. Déshabillez-vous. V. Déshabillez-vous. Quand t'es bien habillé, que tu te trouves frais ou fraîche quand tu te regardes, eh ben en fait, ça te permet de sécréter des endorphines. Déshabillez-vous. Salut, moi c'est Samia Boujard et tu t'apprêtes à écouter Déshabillez-vous avec Jules Aloïs Amand. Bonjour Jules. Bonjour Samia. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui Jules. Merci. Merci de m'accueillir dans ton showroom, le showroom de ton agence de communication qui s'appelle Black Mint Communication et qui est situé au 34 du boulevard de Waterloo, rien que ça. Absolument. T'as vu, je commence par faire ça comme. C'était bien résumé. Je vais commencer par dire les 3-4 choses que je sais à ton sujet. Ça va être rapide, parce que je ne sais pas grand-chose. Enfin, je sais ce qui est fondamental. Tu es l'attaché de presse le plus sympathique que je n'ai jamais rencontré. Donc ça, c'est une des choses que je sais à ton sujet. La seconde, c'est que tu es parisien, que tu es un immigré de notre ville. Donc tu es fondateur de Black Mint Communication, que j'ai déjà cité, que tu as un chien qui est ici présent et qui s'appelle Oscar et qui adore me lécher les tibias et les mollets. Voilà, je découvre avec lui que j'ai Mais tu viens de nouvelle... leur pousser, il fait un peu la tronche, là, il est parti se coller dans un coin. Oh, il est pas content. Oui, il s'est mis sur le dos tout à l'heure, il voulait que je lui caresse le ventre, mais il faut savoir que je ne déteste pas les chiens, mais je n'ai pas d'affection particulière pour eux. Mais celui-ci est assez mignon, j'ai failli lui caresser le ventre. Mais voilà, j'ai failli, j'ai pas fait. Et donc il râle. Et donc la dernière chose, c'est que, et ça c'est là qu'on se rencontre, évidemment, c'est que tu es passionné de mode. Ouais. Ça, ce sont les quelques éléments que j'ai à ton sujet. Comment est-ce qu'on se connaît ? On s'est rencontrés chez Figaré quand on a ouvert la boutique. T'es gentiment passé nous voir quand on avait fait le cocktail. C'est ça. C'est là qu'on s'est rencontrés. Je crois qu'on a tout de suite cliqué, non ? Oui, tout de suite. Ouais, tout de suite. Ça a été hyper fluide et tout. Mais ça, c'est un peu un point, tu vois, que je mets qui est assez important quand je travaille avec des gens. C'est que je construis des relations, tu vois, qui sont un peu profondes et qui sont humaines. Je pense qu'on fait un boulot qui est quand même assez fun. Et si c'est compliqué ou si c'est pour pas être sympa, parce qu'il y en a plein, hein, tu as des journalistes, des stylistes, des costumières, tu vois, il y en a des tonnes qui sont vraiment, vraiment sacrément détestables. Et en fait, moi, je travaille pas avec elles, tout simplement. On travaille qu'avec des gens qui sont sympas parce que on a envie que notre boulot reste fun et on fait un truc, on n'est pas, tu vois, à la mine, on n'est pas sous les bombes, quoi. Exact, ça c'est sûr. On a la chance de voir des gens talentueux, de faire des choses extraordinaires, de voir des jolies choses, de voyager, de déjeuner, de faire oui, c'est ça. beaucoup de déjeuner, trucs. boire, faire des fêtes, des cocktails. Exactement, tu vois, je veux dire, on a quand même la chance de faire un métier qui est juste extra, et en fait, c'est pour travailler avec des gens qui font la tronche, bah, ça vaut peut-être pas la peine. Bah justement, tu parles de ton métier. Est-ce que tu pourrais, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce métier ou qui ne savent pas en quoi ça consiste en réalité, en quoi consiste le métier d'attaché de presse ? Écoute, ce métier d'attaché de presse, il a beaucoup évolué avec le temps. Il y a longtemps, moi, quand j'ai commencé ça, on ne s'occupait que des relations avec la presse. En gros, une marque, que ce soit un restaurant, que ce soit, je sais pas, une boutique ou, tu vois, une petite marque ou un hôtel, une Donc, marque en fait, de on peut beauté, être attaché de etc. presse de toutes choses. De toutes choses. Tu n'es pas obligé d'être spécialisé dans la mode. Je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de tout savoir faire. On peut pas juste faire de la mode, on peut pas juste faire de la beauté, on peut pas juste faire du luxe, on peut pas juste faire des marques premium, on peut pas juste faire des restaurants, etc. Je pense qu'il faut être capable de tout faire. Mais notre métier, en gros, consiste à recueillir des clients qui viennent nous voir avec des besoins, de dégager leurs objectifs. Par exemple, on a des marques comme Jimmy Fairly, lorsqu'elles se sont installées en Belgique, elles sont venues nous voir en nous disant... Une marque un lunetier. Un lunetier. Donc Jimmy Fairly, c'est une marque qui existe depuis 10 ans et donc qui avait un besoin de s'installer, qui ouvrait 2 boutiques à Bruxelles. Maintenant, ils en ont ouvert plusieurs, tu vois, depuis 1 an et demi qui sont avec nous. Mais leur but était, voilà, de s'installer. Les gens ne les connaissaient que trop peu. Et donc, notre but à nous, c'est de les installer, de leur dire à quel média il faut parler, avec quel talent. Et je dis talent, ce qui veut dire influenceur, même si aujourd'hui, le terme d'influenceur, il a aussi beaucoup changé, puisqu'aujourd'hui, des talents sont, tu vois, un mec qui est architecte et qui a une super communauté, ou une fille qui est chef, tu vois, dans un resto et qui, tu vois, pareil, a une super communauté, etc. Donc, c'est en fait de rapprocher cette marque, de faire venir les gens en boutique, et fatalement, ça reste un business de les faire acheter, parce qu'il faut, il faut que ça tourne. Mais il faut aussi construire toute leur image, il faut construire leur stratégie, définir leurs objectifs, etc. Donc, c'est ce que les marques viennent chercher chez nous, en gros. Donc, il y a quand même une partie du travail qui est
similaire à une boîte de com. Absolument, c'est une boîte de communication et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a mis Communications avec un S. Ok. Parce que pendant très longtemps on appelait ça un bureau de presse. Aujourd'hui les bureaux de presse, ils sont pas. Le déclin c'est un terme qui est un peu péjoratif, donc c'est pas un terme que j'aime vraiment parce que le bureau de presse dans mon cœur il restera toujours cher parce que j'ai appris mon métier, tu vois, dans un bureau de presse. Mais les agences de communication aujourd'hui elles sont, ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, elles sont obligées de savoir tout faire en fait. Et donc tu fais aussi bien de la stratégie, de la mise en relation. Et ce que généralement nos clients viennent chercher chez nous, c'est un réseau. Tu as des agences qui font très très bien leur job. Tout le monde fait très bien son boulot. Tu vois, et je me dis, il y a des agences qui sont extrêmement spécialisées, qui sont installées dans le paysage de l'agence depuis très longtemps, depuis bien plus longtemps que la nôtre. Mais voilà, tu vois, chacun a ses spécialités. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est plus exclusivement de placer des marques dans la presse. Parce qu'il y a d'autres sources il y a d'autres canaux de communication qui sont arrivés. Et dont l'objectif est de faire venir des clients exactement. nouveaux. Tu vois, quand j'ai commencé, moi je me souviens quand j'ai commencé ce métier, je l'ai commencé un peu, tu vois, totalement par hasard parce que je suis arrivé dans la mode de la manière la plus improbable qui soit. Mais quand j'ai commencé ce métier, je me souviens qu'on faisait des fiches de shopping, c'est-à-dire que quand les journalistes shootent des séries dans les magazines, quand les stylistes shootent des séries dans les magazines, elles viennent par exemple dans le bureau. Là, tu vois, l'officiel est parti shooter, tu vois, une série en Grèce pour l'été. Ils sont venus nous voir en nous disant, on a besoin de chemises, de maillots, de lunettes. Bon, on a des chemises, on a des maillots, on a des lunettes. Donc, ils viennent, ils prennent les pièces, on leur fait une fiche de sortie avec le détail de chaque pièce qui sort. Les journaux shootent ou pas. Tu vois, la pièce, donc après, c'est au petit bonheur la chance. Ouais. Donc, une fois que les pièces nous sont retournées, puisque ces pièces, elles nous appartiennent pas, elles sont pas à vendre, ce sont des samples qui sont créés en plus par les marques et qui nous les envoient au début des saisons pour qu'on puisse les sortir dans les journaux et que tout au long de la saison, ce soit shooté dans les journaux. Moi, j'ai commencé quand je faisais, tu vois, toutes ces fiches de sortie à la main. Aujourd'hui, le métier, il a tellement changé où tout est informatique, on a des réseaux sociaux qui n'existaient pas. Instagram, tu vois, on l'utilisait pas. Le terme d'influenceur, ça n'existait quasiment pas. Il y avait des blogs, tu vois. On a commencé, tu te souviens de Blonde Salade, tu vois, ce qu'Chiara Ferragni est devenu aujourd'hui, c'est quand même un empire. C'est pas seulement une influenceuse, c'est un empire, tu vois. Et beaucoup de gens qui sont en dehors de ce métier, parce que nous, on en connaît, tu vois, un peu les filons. Peu de gens, tu vois, comprennent les fortunes et à force de beaucoup de travail colossal que tous ces talents dégagent parce que c'est un travail énorme et que aussi, c'est comme un footballeur. Il fait vendre, tu vois. Si un footballeur est très, très bien payé, c'est parce que derrière, il y a toute une machine financière qui fonctionne extrêmement bien, qui est extrêmement bien rodée, etc. Oui, c'est des entreprises exactement modernes. Bien sûr. Nous, voilà, notre métier, effectivement, dans le terme de bureau, c'est de savoir tout faire, d'aussi bien savoir parler, tu vois, à ces influenceurs, de devoir parler à ces talents, aux leaders d'opinion, donc qui sont des gens qui ont des communautés sur les réseaux sociaux qui sont peut-être plus petites, mais plus ciblées. Et également aux journalistes, parce que le média, et quand les gens, tu vois, nous disent que les magazines vont mourir, je suis pas d'accord. Certains médias, tu vois, comme des magazines comme le L, comme en France, tu vois, le Madame Figaro, le Marie-Claire, etc., sont des magazines qui sont extrêmement... extrêmement prospères. Ils sont lus. Oui, ils sont beaucoup lus. Ils sont beaucoup lus. Et alors, ils sont lus différemment, peut-être. Ils sont lus différemment, je suis d'accord. On n'achète plus un magazine comme on l'achetait avant, parce qu'avant, on n'avait pas les moyens. On ne pouvait pas regarder, on ne pouvait pas aller sur le site du L.fr pour regarder quelle était la dernière info, ou du L.be, tu vois, pour regarder quelle était la dernière info. Il fallait aller dans ton kiosque, acheter le journal. Oui, et là, maintenant, il y a une nouvelle stratégie. Tu as une partie qui est disponible sur le truc. Ça devient un objet, quoi. Exactement. Ça devient un objet. Ouais, ça devient un objet. Mais c'est vrai que j'en avais discuté avec Marie, que même elle, quand elle voyage, elle n'achète plus les magazines comme elle le faisait il y a peut-être quelques années. Quand tu vas à l'aéroport, t'achètes quelques magazines, t'en achètes peut-être un. Parce qu'en fait, on consomme finalement la mode, l'image, la créativité et puis le rêve, en fait, que nous vendent les magazines. Les magazines de mode, les magazines féminins et maintenant même les magazines masculins, finalement, et les magazines de lifestyle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... C'est pour ça qu'il y a un fil conducteur, tu vois, je te disais, c'est évident, t'es obligé de tout savoir faire, parce qu'avant, quand tu faisais que de la mode, tu te parlais, par exemple, tu vois, au Elle, tu parlais au Vogue, au Harper's Bazaar, au Tatler, au Porter, tu vois, tout ce genre de médias qui étaient très, très spécialisés mode, mais tu parlais pas avec des journaux qui font, par exemple, tu vois, que du design. Tu travaillais pas avec AD, tu travaillais pas... avec, tu vois, des magazines un peu plus généralistes, etc. Aujourd'hui, tu vois, il y a des médias qui couvrent aussi bien la mode que le lifestyle, que l'actualité, tu vois, récurrente, que, tu vois, des débats, etc., et qui couvrent beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Tu vois, aujourd'hui, les magazines sont construits de manière très différente parce qu'ils se sont adaptés et qu'ils ont compris qu'on ne pouvait plus être spécialisé que dans un seul secteur. Je pense que l'intérêt du lecteur
il est pas que pour la mode. Si tu veux que de la mode, il reste des titres qui sont hyper, comme par exemple le self-service, le Ten, tu vois, le The Perfect en Angleterre, qui sont des... Mais t'achètes pas ça comme t'achètes un L. Déjà, ça coûte pas le même prix. Oui, c'est ça. Tu vois, ça te coûte, je sais pas moi, une vingtaine d'euros ou voire parfois une cinquantaine pour certains titres qui sortent par exemple 2 fois par an et qui sont des pavés de 500 pages. Même les magazines plus où ils n'abordent pas que la mode, j'ai l'impression que ça se multiplie. Je pense par exemple au Barbès Magazine. Absolument, Qui ouais. est... Bon, j'ai pas encore eu la joie d'en avoir un en main parce que j'ai pas réussi. À Bruxelles, c'est introuvable. C'est difficile à trouver. C'est introuvable à Bruxelles. Je t'en trouverai un quand j'irai à Paris. Avec plaisir. Ah bah je serais ravie. Ouais. Mais j'ai eu l'opportunité d'écouter le fondateur expliquer comment est-ce qu'il a créé ce magazine et le pourquoi. Et il aborde vraiment plein de thématiques et c'est un objet en fait. T'achètes vraiment ça comme un objet. On revient, c'est comme un livre en fait. Tu suis alors sur de manière digitale, quasiment quotidienne, un contenu hyper qualitatif en termes d'image qui correspond au code du digital. Donc c'est rapide, c'est de la consommation rapide. Après, si tu veux aller dans le fond, aller regarder les éditos, aller lire les articles, quand le magazine sort, tu vas l'acheter. Ça, c'est sûr. Et tu te le mets sur une étagère et de temps en temps, enfin pour nous en tout cas, c'est une source d'inspiration incroyable parce que il y a un travail éditorial où tu as vraiment une retranscription temporelle de tendances et de culture. Je suis d'accord avec toi et je trouve que le magazine, c'est un objet qu'avant on jetait, dont on se débarrassait et je trouve que maintenant on le jette plus. Ah non, ouais. Tu vois, moi j'ai beaucoup de... Alors peut-être que je fais d'une généralité mon cas. Non, je crois qu'il y a beaucoup de gens. Je sais que après aussi c'est mon métier, mais tu vois j'ai du mal d'ailleurs là partout. mais et encore t'es pas venu chez moi, j'en ai aussi une tonne. Mais c'est vraiment un objet que j'ai du mal à acheter parce que je les trouve bien construits, que je sais le travail que c'est pour construire un journal. Tu vois, tu t'as parlé avec Marie Guérin, on a d'ailleurs le L, tu vois qu'elle a. Ouais. Je sais la difficulté, la complexité, tu vois qu'il y a à construire un magazine et pour aussi bien que tu vois les annonceurs soient choyés parce que c'est important. Ouais. Tu vois toutes les pages de pub qu'un journal vend sans les annonceurs, le journal ne marche pas parce que tout a augmenté. Le prix de l'encre a augmenté, le prix du papier a augmenté, la main d'œuvre a augmenté. La conjoncture actuelle ne rend pas du tout service et n'aide pas du tout. Tu vois. Et trouver le matériel aussi, puisque les éditos, quand tu achètes un magazine, il faut trouver le matériel, les vêtements par les agences de presse. Absolument. En Belgique. Ça, je trouve que tu vois certains titres, comme par exemple le L, où tu vois l'officiel. Nous, on est un bureau qui travaille beaucoup avec les éditions Venture de manière générale. Et donc, c'est vrai que tu vois le L, l'officiel, tu vois le Forbes qui vient de sortir, Idéal. Je trouve que ce sont des titres qui sont très très forts. Marie-Claire également, et qui sont des titres, tu vois, qui ont beaucoup de choses à dire et de jolies choses à raconter et qui shootent de très jolies séries, qui font appel à des stylistes de talent, à des photographes de talent, qui ont toujours des super talents en cover, où tu vois où il y a des interviews assez géniales, etc. Et ce sont des journaux, tu vois, des magazines. Je vais me faire taper sur les doigts parce qu'à chaque fois que je dis journaux, les rédacteurs chefs me disent non, c'est un magazine. mais voilà, tu vois, ce sont des titres qu'il faut prendre en exemple, je trouve, parce qu'ils fonctionnent extrêmement bien. C'est ce que disait Marie, c'est que chaque numéro, elle recommence tout depuis le début. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas le template de la couve et puis tu dois juste remettre la photo de la mannequin ou de la comédienne que tu as décidé de shooter pour mettre en couve. Tout est repensé. Exactement. À chaque numéro, c'est à chaque fois différent. Et je trouve que c'est une super bonne chose et ça se sent quand tu lis le magazine. Tu vois, tu sens qu'effectivement, c'est très différent. Donc tu prends un plaisir très différent à lire chaque édition. Merci d'avoir éclairé notre lanterne quant au métier d'attaché de presse moderne. Donc c'est un communicant plus quoi. C'est un stratège. En gros, il faut être fin stratège, il faut être très bon communicant. Tu sais, mon premier job, mon premier boss m'avait dit un jour, être un bon attaché de presse, c'est savoir se faire des potes et savoir aller boire des coups. Et donc quand je l'avais regardé, tu vois, il m'avait dit ça, je l'avais regardé un peu en levant les yeux au ciel en me disant, mais l'autre il est en train de me dire qu'il faut que j'aille picoler dans les bars pour me faire des potes. Et en fait, ce qu'il voulait me dire par là, c'est qu'effectivement il faut sortir, il faut se faire des potes, il faut rencontrer des gens, il faut être tout le temps dehors, il faut être tout le temps aux aguets, il faut surtout être intéressé par les autres. Je pense que si t'es pas intéressé par l'autre, il faut pas faire ce métier. C'est pas un métier que tu peux faire. Ouais, c'est un métier de contact. Ouais, c'est un métier de contact. Il faut aimer les gens. Ouais, donc voilà. Et moi je t'aime bien. Ah, c'est gentil. Moi, je t'aime bien. Moi aussi je t'aime bien, ça bien. C'est quoi ton parcours? Parce que tu as dit que tu t'es retrouvé attaché de presse un peu par hasard. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait avant et comment tu t'es retrouvé raconte-nous ce hasard. Tu as dit que je venais de Paris, donc ce qui est vrai, à demi vrai, puisque j'habitais à Paris avant, mais moi je suis normand. Okay. Je suis né en Normandie. Dans le Nord. C'est pas vraiment le Nord, mais pas loin. Je suis né. Non, il est vraiment parisien. Il vient du Nord, il veut pas qu'on dise qu'il vient dans le Nord. Attends, tu sais pas où j'ai grandi encore.
Non, mais en fait, je suis né littéralement, tu vois, à la campagne, Ok. dans une ville voilà, industrielle un peu paumée au milieu de nowhere que tu ne connais pas. Mais ensuite, j'ai grandi, tu vois, près de la mer à Deauville. Mhm. Ce qui Ça, est, je connais. Ce qui est le knock local, Oui. tu vois. Oui. Et en fait, j'ai rapidement allé m'installer à Paris parce que fatalement, il fallait que je fasse mes études. Tu vois, une fois que j'ai passé le bac, Ouais. Donc, tu as grandi, tu as fait toutes tes études jusqu'au bac. ou à Deauville. Et ensuite, je me suis installé donc à Paris où là, tu vois, effectivement, bon, la question s'était posée. Et ma mère avait des espèces tu vois, de grandes ambitions pour moi. Il fallait que je sois scientifique, il fallait que je fasse, tu vois, une prépa, il fallait que je sois ingénieur, etc. Et le jour où je suis allé la voir en me disant, bon, alors, comment te dire que je suis pas du tout scientifique, je suis l'opposé, je suis littéraire, et je vais pas du tout faire une prépa parce que j'ai envie d'être journaliste. Et mon rêve absolu, je pense que c'est ce qui me manque le plus dans mon métier, c'est d'écrire, parce que j'adorais écrire, et donc je voulais être journaliste. Et je voulais surtout être reporter, je voulais couvrir les conflits. Ok. Tu sais, dans les journaux, dans certains magazines, tu as Ouais, ce qu'on ouais. appelle le cahier chaud et le cahier froid. Le cahier chaud, c'est l'actualité. Donc, par exemple, tu vois, tu as le pape qui se déplace dans tel pays et tu vas le couvrir. Tu vas couvrir le sujet avec un JRI qui sont les journalistes reporters d'images. Ou alors, tu as, tu vois, une guerre qui éclate. Là, on t'envoie, tu vas sur le front pour couvrir ce genre d'événement. C'était un truc qui me passionnait. Alors, c'est vrai que quand on me voit comme ça, on se dit pas du tout qu'on va m'envoyer au front. Mais je te jure que franchement, j'étais hyper Non, mais je te intéressé vois par ça. bien Je avec trouvais ça un. passionnant parce que j'ai toujours trouvé passionnant. Je trouve que tu vois ce qui se passe dans le monde, en Ouais. fait, explique beaucoup. Et c'est une telle machinerie incroyable que chaque conflit, chaque événement, chaque allocution d'un chef de gouvernement, etc., tout explique tout, en fait, tu vois. T'es un passionné, en fait. Vraiment. Curieux. Je suis très curieux de nature. Ouais, je suis assez curieux de nature. Et en fait, je voulais, mon rêve absolu, c'était de faire mon tout premier stage chez Paris Match. C'est un magazine que mes parents lisaient depuis toujours. Mhm. J'avais toujours vu traîner à la maison. Et bon, Paris Match a quand même eu une heure où, tu vois, c'était le magazine comme Life, comme le Times, etc., qui était, tu vois, où ils avaient les meilleurs photographes du Oui, monde. toutes ils les avaient personnalités les actus publiques avaient avant. quelque chose. C'était extraordinaire. C'était une très grande époque journalistique, tu vois. Et donc, j'avais désespérément essayé de rentrer dans ce journal pour être en stage. Mhm. J'avais dû déposer au moins, je sais pas, mais peut-être 15 CV. J'y avais été, c'était à Levallois-Perret, je me souviens de leur bureau. Et personne ne me répondait. Donc, un jour, je suis à dîner chez une copine à Paris et elle me dit, mais t'es bête. Elle me dit, la rédac chef est le meilleur pote d'enfance de mon père. Il faut que tu me donnes ton CV parce qu'il le connaît et on va te faire rentrer comme ça. Donc, moi qui voulais pas trop être pistonné parce que je me disais, bon, non, j'ai envie d'y arriver, quoi, tu vois, par moi-même. Ouais, parce que quoi, tu viens quand même d'un milieu favorisé. Bah, mes parents ont bien travaillé toute leur vie. Ils ont travaillé très très dur et ils ont bien gagné leur vie. Ça, Ouais. c'est un truc dont Mais je veux dire en termes de je réseau, suis quoi. très fier. Mais par contre, pas du tout. Ils étaient pas du tout dans le milieu. Moi, mes parents ont fabriqué de la bouffe toute leur vie. Donc, tu vois, c'est pas, ils ont Des des industriels. usines, etc. C'est des industriels. Donc, et c'était pas du tout dans mon milieu. Donc ça, c'est vraiment le truc que ma mère, je me souviens, m'a dit un jour à table, elle me dit, tu fais ce que tu veux. Quand je lui ai dit que je ferais une école de journalisme, elle me dit, tu fais ce que tu veux. Mais elle me dit, moi, je peux pas t'aider parce que là, c'est en dehors de mon spectre. Tu vois, elle me dit, Ouais. je ne connais personne Ok. là-dedans. Mais je veux dire, il y avait conscience que les choses, on peut les atteindre quand on a le bon réseau. Ah bah je pense que ça c'est sûr. Non mais c'est très injuste, c'est très très injuste. Mais malheureusement la vie est faite ainsi. Oui, absolument. Mais Tout à fait. quand je pense qu'à force de travail et de persévérance, je pense que tu peux réussir Ouais, à. le réseau fait pas tout. Hein, Le Jules. réseau fait pas tout. Le réseau fait pas Le tout. réseau fait pas tout parce Mm. que je pense que quand tu vois on te place quelque part, bon après il faut quand même faire tes preuves, Oui, il faut quand même évidemment. que ça fonctionne. Évidemment, Tu vois, tu peux pas- je retirais pas. Je posais Non, la question, non. c'était pas pour retirer. Ah, mais bien sûr, je Mais suis pour pas dire que une seconde. c'est quand même une impulsion qui, c'est une impulsion quand on est talentueux, qu'on sait ce qu'on veut Mais ça, et qu'on c'est est sûr. bosseur, c'est une impulsion qui est quand Ouais, même ouais. loin d'être négligeable. Non, quoi. mais ça c'est sûr. Ça, Et c'est- donc, ça, c'est évident. La Et donc, copine, Donc je reçois effectivement très très rapidement, je sais pas si c'est le lendemain ou le surlendemain, mais enfin comme ça en un claquement de doigts. alors que ça reçois faisait un combien de mail. temps que tu déposais des CV? Je sais pas, moi, des mois. Je te jure, personne ne me répondait. Et je pense que j'avais des enveloppes craft, je mettais mon CV à l'intérieur que j'avais fait imprimer et je le déposais genre 2 fois par semaine peut-être. Dans la boîte aux lettres? Non, je déposais à l'accueil. Il y avait parce que c'était le groupe Lagardère, donc il y avait plein de Ok, journaux. Tu vois, oui, t'avais donc Paris aujourd'hui, t'avais le l'accueil, L à ouais, le l'époque, groupe, il y avait, ok. tu vois, il y avait le Bi, il y avait tous ces magazines étaient sous la même coupole, tout était Lagardère avant que le L soit racheté et que tu vois tout. L'accueil le diable s'habille en Prada, quoi. Bah, Quand c'est t'arrives dans ça, les bureaux. t'arrivais dans cet immense truc, le hall d'accueil, je me souviens, les plafonds étaient immenses, etc. Donc j'avais 18 ans, tu vois, j'étais un bébé, je sortais de l'école, j'arrivais de ma province, tu vois, là j'arrive chez Lagardère, quoi. Je reçois très rapidement, tu vois, un coup de fil d'une journaliste qui s'appelle Caroline Mangès, qui je sais pas si d'ailleurs si elle y est toujours, très sûrement, qui elle travaillait au cahier chaud, donc elle a l'actu chaude, tu vois, Ce que tu du voulais journal, faire. ce que je voulais faire. Mhm.
Bon, elle m'a expliqué qu'il n'y avait pas de place, tu vois, là, mais qu'il y avait une place au lifestyle. Mais toi, tu postulais pour travailler ou pour faire un stage? Pour faire un stage. Ok. Je devais faire un stage parce que je faisais une école de journalisme. Tous les ans, je faisais un stage. Ok. Et donc je dis, bon, bah ok, tu sais quoi, c'est déjà un pied et demi dans la rédaction. Donc on verra bien ce qui se passera par la suite. Je me suis retrouvé plongé dans le bain quand même très très rapidement. Et j'en suis quand même venu vite à la conclusion que avant d'être intégré, tu sais, dans une rédaction, avant d'être journaliste et d'être en CDI, parce que c'est quand même, tu vois, encore une fois, le nerf de la guerre, il faut quand même pouvoir payer ses factures et payer ton loyer. Et ben, t'es pigiste pendant très longtemps, et les pigistes, ils sont payés à la page. Donc t'as des mois où t'écris 50 pages, enfin je te donne une exagération, tu vois, mais t'as des mois où t'écris 50 pages et des mois où t'en écris 2. Donc, parce qu'on n'en a pas besoin de plus ou... Ben, c'est exactement ça, parce que t'es pas intégré à la rédaction, donc tu vois, tu peux travailler pour d'autres médias, mais tu dois, voilà. C'est un statut d'indépendant presque. C'est exactement ça. Donc là, j'étais pas hyper, tu vois, pas hyper emballé par l'idée. Je travaillais avec des gens qui étaient formidables, certains qui ont été durs. Parce que j'ai connu aussi une époque où, bien avant, tu vois, le renversement de tout ce qui se passait dans la mode et tu vois, la liberté, enfin, la libération de la parole dans tout ce qui était médias, mode, les milieux un peu durs. J'ai travaillé avec des gens pas faciles. Où t'arrivais à 6h et tu repartais à 6h. Bah, c'était, ouais, les horaires étaient encore à la rigueur. C'est pas trop le truc, tu vois, qui me dérange parce que je me dis qu'à force de, tu vois, il faut se lever le matin et il faut se coucher le soir, quoi. Tu vois, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut travailler parce que sinon personne fera le job à notre place. Mais c'est même la manière dont on s'adressait dans un environnement de travail. Moi, j'ai eu des boss, tu vois, dans certaines expériences, mais qui m'ont insulté. Le cliché du truc. Ah, mais le cliché, le diable s'habille en Prada, c'était vraiment ça, quoi. Tu vois, des nanas qui étaient hyper bonnes dans leur job, tu vois, qui connaissaient fondamentalement bien leur travail et qui m'ont aussi appris beaucoup de choses, mais qui m'ont appris aussi ce que je voulais surtout pas devenir. Humainement. Ah ouais. Ah ouais, non, c'était épouvantable. J'ai entendu des trucs, tu vois, j'ai entendu des trucs vraiment, vraiment durs. Qu'aujourd'hui, plus personne n'oserait dire. Parce qu'un truc comme ça, tu vois, c'est tout de suite, t'es mis à pied et ta carrière est terminée. Mais c'était une époque où c'était pas du tout contrôlé. Tu vois, c'était l'époque où tu pouvais dire ce que tu voulais et faire n'importe quoi. Et parce que t'avais aussi pas tous ces réseaux sociaux et que t'avais pas tout ça. Tu vois, qui ont accéléré la parole. Ouais, de la hiérarchie aussi, peut-être, qui était très différente. Bien sûr. Et donc, le lifestyle. Et donc le lifestyle, on est arrivé, tu vois, là-dessus assez rapidement. Et donc la mode, très fortement, parce qu'il y avait un gros besoin, tu vois, d'être de renfort, tu vois, dans l'équipe mode. Et t'écrivais des piges. J'écrivais, alors je faisais surtout le stagiaire, je renvoyais les shoppings. Ça, c'était un peu dur. Je connais ça. Ouais. C'est dur, et en fait, je me souviens, écrit quelques petites choses. Et j'avais quand même une fille avec qui je bossais, qui m'aimait beaucoup, qui s'appelle Marie Adam-Aforti, qui était une grande reporter et avec qui je suis parfois encore en contact et qui m'avait appris beaucoup de choses, tu vois, de ce métier de journaliste, qui m'en avait un peu appris, tu vois, les tenants, les aboutissants. Sur la manière d'écrire ou sur la le manière d'écrire Sur la manière d'écrire. Je pense qu'après, l'écriture, c'est comme, tu vois, c'est comme la chanson, c'est que tu peux prendre des cours pour apprendre à chanter mieux, mais t'as des gens qui ont vraiment du talent. Alors, je dis pas que j'ai un talent pour écrire, mais je pense que j'ai une facilité à l'écriture. Et c'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure, le truc qui me manque le plus, tu vois, c'est de devoir écrire dans mon métier. Mais c'est grâce à elle aussi, cette fameuse Marie, tu vois, un jour, elle m'a dit, écoute, elle me dit, va voir ce qui se passe dans les bureaux de presse en face. Parce que nous, on parle avec des bureaux de presse, donc peut-être que de l'autre côté de la machine, ça va t'intéresser. Et donc là, je suis rentré chez celle qui m'a appris mon métier et pour qui j'ai une admiration plus que profonde. Je suis arrivé chez Catherine Mirand, chez qui j'avais fait un premier stage qui avait duré quelques mois, ensuite un deuxième stage qui a de nouveau duré quelques mois. J'ai appris avec une équipe qui était assez formidable parce qu'elle avait des attachés de presse qui étaient là depuis très longtemps et qui connaissaient le métier absolument par cœur. Et attachés de presse spécialisés ? Elles étaient spécialisées très mode. Elles étaient spécialisées très mode. Donc c'est pour ça que, tu vois, très vite, j'ai été dans la mode, quoi. Mais est-ce que toi, t'étais un modeux ? Tu vois, est-ce que tu avais une appétence particulière ? Je pense que je l'ai développée. J'ai toujours eu un peu une appétence pour ça parce que fatalement, j'ai une maman qui est très coquette et tu vois, qui aime les jolies choses et qui aime s'habiller, et qui va acheter moins mais qui va acheter bien, qui va s'acheter une robe chez Yamamoto mais qui va pas acheter 50 robes chez Mango. Donc elle m'a toujours un peu inculqué cette valeur d'acheter un vêtement qui soit bien coupé. Je crois que l'appétence, tu vois, pour la mode, elle est arrivée là. Donc finalement, on m'a pas juste mis là en me disant tiens, tu vas faire de la mode et on verra comment ça se passe. J'avais envie de faire ça et ça m'intéressait. Donc lorsque je suis arrivé effectivement chez Catherine Mirand, là j'ai rencontré un métier qui me plaisait profondément parce qu'il y avait autre chose. Il y avait pas. Je pense que quand t'es journaliste, t'es aussi asséné d'informations toute la journée. Là, je pense que ce qui me manquait peut-être, c'était le côté un peu stratège que le métier d'attaché de presse a. Où là, il faut effectivement dessiner une stratégie de communication, où il faut, tu vois, vraiment apporter de l'aide et quelque chose, tu vois,
je sais pas si c'est une sensibilité, mais peut-être, tu vois, une compréhension d'un marché à des clients et leur expliquer comment est-ce qu'ils atteignent leur objectif. Et donc, une fois que j'ai fait mes expériences chez Catherine Mirand, je me souviens qu'elle m'assoit dans son bureau, et c'est une très grande attachée de presse, tu vois, qui a quand même fait la carrière de beaucoup de très grandes marques. Et donc, elle m'assoit dans son bureau, elle voulait m'embaucher, et je lui ai dit, Catherine, c'est pas possible parce que j'ai pas fini mes études. Je crois que je devais être en 2e année ou en 1re année, et surtout, j'avais envie d'avoir d'autres expériences. Et donc, de là, très vite, je suis parti, j'ai fait Vivienne Westwood, ensuite Christian Louboutin, ensuite Giuseppe Zanotti, après je suis Tu dis ça de parti manière m'installer à complètement Londres. détachée. Ouais. Non, mais J'ai fait Westwood, j'ai fait le en plus, tu sais quoi, Westwood, c'était une expérience qui était assez extraordinaire parce que j'ai fait le Westwood, tu vois, de Vivienne. Andreas, son époux, commençait, tu vois, à de plus en plus s'installer dans la marque, mais c'était le Vivienne Westwood de Vivienne Westwood. C'était une période qui était assez extraordinaire parce que, d'un point de vue de mode, c'est quand même un pavé d'histoire qui est énorme. Absolument. Énorme. Et c'est drôle parce que lorsqu'elle est décédée, notre chère Vivienne, j'ai vu beaucoup de gens qui finalement ne la connaissaient pas. Donc, tu sais, je me suis dit, est-ce qu'il y a dans le commun, peut-être que, tu vois, on nous dit que la mode, on est des gens un peu superficiels. Mais en fait, tu vois, ça a dessiné tellement d'histoires quand tu vois tout ce qu'elle a fait et tous les combats qu'elle a menés. Tout ce dont sa création, sa mode est imprégné, en fait. Sa création, sa mode est imprégnée de l'histoire, de l'ère du temps. Et même son personnage à elle. Je me souviens d'un show, en fait, à Paris, il y a 3 labels chez Vivienne Westwood. Tu avais Anglomania, qui était le label un peu plus, tu vois, abordable. Ensuite, tu avais le Red Label, ça s'est défilé à Londres. Et ensuite, tu avais le Gold Label, qui défilait, lui, à Paris, qui défile toujours à Paris, d'ailleurs. Le show de Vivienne à Paris, c'était un show qui était très, très attendu, puisqu'il était au calendrier officiel de la mode, qui est le calendrier, tu vois, dessiné par la fédération, tu vois, française de la mode. Tous les journalistes, tu vois, du monde entier viennent découvrir ta collection, et juste avant le show, Vivienne arrive, elle s'était rasé la tête. En protestation, alors je sais même plus te dire pourquoi, mais en fait, elle s'était rasé les cheveux parce qu'elle avait un message, tu vois, à porter. Mais nous, il faut se dire qu'avant un défilé, tout est extrêmement calibré, extrêmement calé. Donc, tu sais qui sont des journalistes qui vont faire des interviews avant le show, après le show, Plus qui a ou le moins ce droit qu'ils vont d'aller dans demander, Exactement. qu'est-ce que tu vas répondre. Et donc là, elle apporte un élément fort, finalement. Hyper fort. Et puis, tu vois, Vivienne, c'était une femme qui avait tu vois, qui savait se faire entendre. Quand elle avait envie quelque chose à dire, elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Elle était réputée pour ça, tu vois. Donc, on se disait, si elle a quelque chose à dire sur quelqu'un, ou sur quelque chose, ou sur quelqu'un, sur un politique, ou tu vois, sur quelqu'un, sur un autre designer, non, parce qu'elle n'a jamais vraiment attaqué des confrères. Mais si elle avait quelque chose à dire, clairement, elle y allait, et puis pas de quartier, quoi. Elle savait se faire entendre. Donc c'était un peu, tu vois, c'était déstabilisant, mais en même temps, c'était hyper formateur. Et après, tu vois, chez Louboutin, l'expérience elle a été formatrice aussi, je dirais un peu dure, parce qu'il y avait beaucoup à faire. Là, c'était surtout beaucoup de sorties, beaucoup de recherches, beaucoup de travail de recherche, parce que moi, je m'occupais j'assistais la personne qui était la PR manager à ce moment-là, et qui, je crois, d'ailleurs, est toujours chez Louboutin, et en fait, qui m'a beaucoup appris de choses, mais elle s'occupait des célébrités. Donc, tout ce qui avait un rapport aux célébrités, les red carpet, ou alors, tu vois, les placements dans les journaux, si tu avais, je sais pas moi, Laetitia Casta qui est shootée en cover, tu vois, du Vogue, que la styliste te fait une demande pour des chaussures, et ben la demande me revenait pour moi. Ou est-ce qu'il fallait, tu vois, par exemple, avant les Césars, chercher les nouveaux talents, tu vois, les talents émergents, les acteurs qui allaient arriver, tu vois, sur le marché, et qu'on pressentait, tu vois, devenir les futures stars de demain, parce que notre métier, c'est aussi de la relation. Donc, tous ces gens, tu sais pas, tu vas devenir le futur Sean Penn. Et donc, tous ces gens, il faut créer des relations extrêmement vite. Dès le départ. Le départ avec eux. Parce qu'ensuite, t'as des gens qui sont complètement intouchables et qui ont des carrières qui sont tellement demandées et qui sont admirables. Mais tu vois, par exemple, Camille Cotin, on a l'exemple. Elle a une carrière aujourd'hui qui a complètement explosé. Elle fait des films démentiels. C'est une actrice démentielle. Aujourd'hui, pour nous, c'est très difficile de l'atteindre et de l'approcher parce que fatalement, elle est très entourée et qu'elle est très, très occupée. Elle l'est beaucoup plus aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Je pense que, tu vois, c'est aussi là que, tu vois, la stratégie, elle se met un peu rapidement au point. Comprendre qu'il faut être à la jeunesse des choses pour faire partie du game. Toujours. Quoi. Et je pense qu'il faut avoir ce truc où tu dois un peu avoir 12 coups d'avance, tu vois, où tu peux pas juste te reposer sur tes lauriers, te reposer sur un listing qui est déjà préfait ou te reposer sur des relations qui sont déjà préfaites. Je pense qu'il faut toujours constamment aller chercher des nouvelles personnes, aller rencontrer de nouvelles personnes, aller rencontrer de nouveaux talents, aller rencontrer potentiellement des nouveaux journalistes. Et surtout, il y a quelque chose qui est très important. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de Catherine et je l'ai toujours vu faire ça. Catherine, quand elle venait le matin dans le bureau, elle connaissait les prénoms de tout le monde et elle disait bonjour à tout le monde. Et cette considération
que très peu de gens ont dans notre métier et que j'ai vu très peu avoir. Bien évidemment, tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Tu vois, il y en a qui sont quand même hyper sympas. Mais je trouve que c'est extrêmement important. Tu sais pas ce que les gens deviendront demain. Tu sais pas quel stagiaire, tu vois, est dans une rédaction si demain c'est pas le futur rédac chef du Tatler aux US. Mais tu vois, on sait pas de quoi la vie demain est faite. Je suis tout à fait d'accord avec Donc, toi. au-delà de la relation que tu as envie de créer avec dans le futur en se disant, bon, peut-être que cette personne va devenir importante, je pense que humainement parlant, on a beaucoup oublié pendant des années que, tu vois, il y avait une importance qui était vraiment profonde de se traiter avec respect, qu'importe le métier que tu fais, qu'importe d'où tu viens, qu'importe qui tu es, qu'importe si tu vas, qu'importe ta sexualité, qu'importe ton apparence, T'as tout à fait raison. tu vois, qu'importe ton intelligence, qu'importe ton départ dans la vie, t'as des gens qui partent avec une longueur d'avance, d'autres qui partent avec 3 longueurs de retard, mais qui se battent. Tu vois, la vie, elle est facile pour personne. Et voilà. Et tu peux pas prévoir à qui t'as affaire. Pendant mes études, j'avais un prof de technique de vente. Ouais. Le mec, son cours, c'était 2 heures, il racontait des anecdotes tout le temps. Et donc, sur un cursus de 3 ans, j'ai retenu une anecdote. Lui, il travaillait dans le secteur automobile. Sa carrière professionnelle, il avait fait dans le secteur automobile. Et un jour, il nous avait raconté une histoire. Donc, bref, un gars qui arrive dans le showroom, habillé presque en guenille, tu vois, maltraité par les collègues, à peine accueilli. Enfin, à la limite, ils allaient le mettre dehors, tu vois. Lui a récupéré ce client et a discuté avec lui. Le gars a acheté une bagnole content. Et en fait, ce qu'il nous a expliqué, peut-être qu'il a un peu exagéré son histoire, hein, que je remets très très mal ici. Hein. Faut savoir, je raconte très très mal l'histoire. Mais c'est le principe qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, quand tu es un vendeur, donc on dit vendeur, c'est quelqu'un qui vend, quel que soit ce que tu vends. Quand tu es un vendeur, tu ne peux négliger et sous-estimer aucun client potentiel, ça, c'est sûr. aucune personne, parce qu'en fait, tu ne sais pas ce que sont les gens, tu ne sais pas comment sont les gens, et puis on est dans le jugement de l'apparence, tu vois, du prime abord. Je suis d'accord, et tu sais quoi, tous les gens les plus grands que j'ai rencontrés sont des gens qui se donnent le moins de genre, parce qu'ils ont rien à prouver à personne. Tu vois, tous les très grands journalistes, toutes les très grandes stylistes, les très grands photographes, mais les mannequins, tu vois, j'ai rencontré des actrices, tu vois, des chanteuses, des mannequins extraordinaires. Je dirais une Isabelle Adjani, par exemple. Isabelle Adjani, je l'ai croisée, tu vois, quelques fois par mon métier. On pense qu'elle est très froide, elle est pas du tout. Elle est hyper sympa. Elle est hyper cool. Et c'est généralement celles qui ont le plus de choses à prouver, les gens qui ont le plus, peut-être, de petites carrières, qui sont les plus odieux, et tu vois, qui te disent des trucs absolument épouvantables et qui claquent les doigts en te demandant de leur apporter une tasse de café. Et ça, je trouve ça vraiment pas cool. Encore une fois, tu vois, c'est ce qu'on disait au tout début de notre conversation, c'est qu'en fait, on doit, être attentif à tout et à tout le monde. Tu vois, on doit être ouvert sur les autres, on doit traiter les autres avec du respect, c'est ce qu'on a un peu essayé de faire, tu vois, ici. Dans le bureau, quand je l'ai monté, c'est qu'en fait, je me suis dit, j'ai pas beaucoup de famille. Mon bureau, ça va devenir ma famille. Mes amis sont ma famille. Et donc, les gens avec qui je travaille, on crée des relations hyper fortes. Avec les gens de chez Jimmy Fairly, tu vois, c'est nos potes, quoi. Tu vois, on s'appelle, on va se boire des coups et on fête les anniversaires. Tu vois, j'ai rencontré, tu vois, un designer belge qu'on va signer là et qui est un mec que j'adore et que je trouve absolument talentueux, que je suis depuis des années. Donc, c'est pour moi un peu une jolie réussite, tu vois, d'avoir réussi à travailler et à collaborer avec lui. C'est exactement, tu vois, ça, ce que je lui disais. Je lui disais, nous, en fait, les anniversaires, les divorces, tout se fait. Mais on revient à ce que ton prof t'a donné comme... Ouais, peut-être qu'en fait, c'est ça. C'était ton prof, hein, c'est ça? Non, c'était mon premier boss. Et lorsque je me suis boss. installé à Londres, tu sais, quand je suis parti justement de chez Giuseppe Zanotti, je me suis installé à Londres. J'ai retrouvé quelqu'un qui bossait chez Vivienne Westwood, qui s'appelait Kiko et qui, lui, travaillait pour les events au head office à Londres. Et en fait, pour Westwood. Et lui a monté sa propre structure. Donc, je suis arrivé là-bas. Ensuite, j'ai travaillé pour une autre agence où là, je faisais que du lifestyle. Mais quand t'es parti, tu es parti en ayant un endroit où aller travailler ou t'es parti parce que tu voulais voir comment ça se passait là-bas? Je suis parti parce que j'étais en couple à l'époque. Et donc, en fait, mon mec, à l'époque, partait, lui, s'installer à Londres. Et il se trouve que, en fait, je crois que 6 mois après qu'on se soit installé, on s'est séparés. Mais moi, j'étais là-bas. Donc, tu vois, je me suis dit, je vais pas revenir en arrière. Et puis, on s'est pas mal séparés. En plus, tu vois, on est resté en très bons termes et tout. J'ai cherché, tu vois, rapidement un autre job. Et donc, je suis rentré. Donc, d'abord, j'ai fini mon expérience, tu vois, chez Kiko Gaspard. Et ensuite, je suis allé dans cette agence qui s'appelait The Lifestyle Agency, qui était une super agence, qui avait de super clients, mais très lifestyle.
Ensuite, je suis allé chez FIFA Auspia, qui était une agence qui était spécialisée dans les baby brands. Donc, c'est vraiment les marques qui se lancent. Émergente. Très émergentes. Et puis après, je crois que j'ai eu un peu le mal du pays. Et après 3 ans et demi, quasiment 4 ans, je suis rentré à Paris. J'ai travaillé dans une agence qui s'appelle DM Media, qui est une agence qui avait de très très jolis clients. Je pense s'occuper de Diptyque, de Canada Goose, de Roland Mouret. J'ai déjà entendu parler. De Léonard, de vraiment plein de maisons. Et tu vois, de Pomellato, entre autres. Moi, c'était moins mon secteur. Tu vois, tout ce qui était beauté, joaillerie, etc. Au bout d'1 an et demi, je continuais à avoir des relations assez fortes avec Catherine. Et un jour, Catherine m'appelle. Enfin, je lui envoie un texto. Je lui dis, Catherine, je crois que je suis prêt. J'ai envie de venir travailler. J'ai un avec diplôme vous. maintenant. Je lui dis, c'est bon. Je lui dis, j'ai travaillé, j'ai fait mon expérience, etc. Elle m'a répondu, cher Jules, on se voit le 4 septembre à 16h30. Et en fait, je partais en vacances. Donc, elle me dit ça 2 mois avant. Donc, moi, tout l'été, j'ai trépigné en me disant, je vais enfin aller bosser chez Catherine Mirand. Et en fait, très rapidement, tu vas arriver dans son bureau. J'ai un peu, tu vas monter l'échelle. C'était pas simple parce qu'il y avait des gens aussi, tu vois, qui étaient là depuis très longtemps, qui étaient des filles absolument formidables, hein, tu vois, des attachés de presse qui avaient une expérience de dingue, tu vois, qui connaissaient hyper bien le métier, qui étaient les mêmes qui m'avaient appris mon métier avant. Mais bon, c'est vrai que, tu vois, j'arrivais un peu, peut-être, tu vois, avec mes gros sabots en disant... Et avec du neuf. Et avec du neuf, peut-être, sans en plus vouloir causer de tort à personne, mais c'était juste, tu vois, la manière dont je travaillais, parce que j'ai toujours voulu travailler dans un espèce de respect. Je pense que c'est hyper important, et tous les stagiaires, tu vois, qui ont travaillé avec moi, ou tous les assistants, ou tous les attachés de presse, tu vois, qui ont bossé avec moi, je pense pas qu'il y en ait un seul un jour qui te dise, ce mec, il est irrespectueux, il est horrible, et tu vois, il nous insulte, il est désagréable et tout. J'ai toujours été un peu le mec, tu vois, un peu sympa. Mais voilà, après, Catherine m'a, tu vois, fait monter en grade, jusqu'à ce que, tu vois, elle me mette manager. Et après, après quelques années passées à ses côtés, je suis arrivé en Belgique. Il y a deux questions qui se bousculent là dans ma tête, dans ma bouche. Donc la première, c'est, je reviens un petit peu en arrière où tu disais, ta maman aimait bien, elle était coquette, elle aimait elle avait conscience qu'il valait mieux à bien acheter, bien consommer, plutôt que de consommer en quantité. Toi, ça veut dire que consciemment ou inconsciemment, tu as eu une éducation au beau, à l'élégance, et aussi à une consommation consciente, intelligente. Assez, ouais. Et comment est-ce que ça se reflétait justement dans ton apparence? Parce que, n'oublie pas, DHV, déshabillez-vous, on va t'habiller, te déshabiller, voilà. Pas pour du vrai, parce qu'il y a trop de vitres. Quoi qu'il n'y a pas de vis-à-vis. Parce que pour arriver dans cette industrie, il faut le dire aussi. Alors, il y a le réseau, être bien placé socialement, ça aide, mais l'apparence est aussi hyper importante. Ça veut dire que quand t'arrives et, je sais pas moi, je vais dire des trucs très très clichés, hein, mais c'est parce que, je sais pas, t'es mal coiffé, donc t'as des cheveux filasses par exemple, ou t'es mal coiffé, t'as pas conscience que t'es mal coiffé, que t'es gros et que tu t'habilles pas en conséquence, que ce que tu portes, c'est pas bien coupé par rapport à ta morpho, que tu te tiens pas bien, que tu te maquilles mal, ou que tes bijoux ça peut jouer en ta défaveur. Je sais pas, je t'avouerai que je pense que le vêtement, tu vois, chacun s'habille comme il veut, comme il peut. Tu vois aussi, parce qu'un vêtement, tu vois, un pantalon, tu vois, d'un designer ou un pull, tu vois, chez Prada, fatalement, tout le monde n'a pas le portefeuille, tu vois, pour aller s'offrir ça. Donc, les gens font aussi comme ils veulent, comme ils peuvent. Je pense que j'ai jamais trop eu ce jugement parce qu'on a tous un mauvais jour, tu vois, où t'as un cheveu merdique et tu t'es réveillé qu'un œil à droite, un œil à gauche, tu vois, un peu dans le mauvais sens. Mais est-ce que tu faisais particulièrement attention, sachant que t'allais dans la presse, tu vois, lifestyle, et puis la mode, et puis t'étais pas entouré de n'importe qui. Je crois que j'ai toujours fait hyper attention, mais pas forcément parce que j'étais entouré de certaines personnes, mais parce que j'avais envie de m'aimer moi. Tu vois, vraiment, dès le départ, c'était pour toi. Et c'était franchement pas facile, parce que pendant des années, tu vois, je me suis vraiment pas du tout aimé, quoi. Je me regardais dans le miroir le matin et je me disais, je me disais pas, je suis horrible. Mais je me disais pas non plus, waouh, aujourd'hui je suis trop bien. Tu vois ce que je veux dire? Non pas que je me le dise le matin quand je me lève. Tu sais, le mec. Mais non, c'est trop bien. Le mec qui est complètement. On a le droit de s'auto-kiffer. Mais non. J'ai toujours aimé faire un peu attention, tu vois. Et est-ce qu'à un moment donné, tu vois, est-ce qu'il y a plus de garçons que de filles dans cette industrie, en tout cas à l'époque où tu as commencé, peut-être Beaucoup plus de filles. Beaucoup plus de filles. Beaucoup plus de filles. Et est-ce que de manière putain, je suis à fond dans les clichés aujourd'hui. Pardon, mais voilà. Mais je vois ta question arriver. Voilà. Je la vois arriver. Est-ce que, est-ce que vraiment ça se vérifie que il faut être la mieux habillée, la plus machin, la plus... Il y a une compétition entre les filles qui est absolument indéniable. Et ça, s'il y en a qui te disent le contraire, je suis pas d'accord. Parce que après, chacun, bien évidemment, a son point de vue, mais j'ai vu trop de choses et de filles qui se tiraient dans les pattes. Les mecs, on l'est moins. Parce qu'il y en a moins. Ça. Je sais pas. Tu vois, c'est un dû. Est-ce que peut-être parce que, tu vois, il y a un espèce d'élan, on est constamment en train de nous dire, tu vois, qu'il faut faire cette taille-là, qu'il faut faire, tu vois, un S ou un 34, un 36 à la rigueur,
rigueur, ce qui est complètement démentiel, parce que tu C'est te fou. dis quand même que c'est pas du tout Ouais, la c'est taille fou. moyenne de l'européenne. Ah, je vois des trucs qui font Mais, du 34. Je me dis, mais évidemment. comment est-ce qu'un être humain adulte Arrive à rentrer peut là-dedans. rentrer là-dedans? Non, mais tu vois, un 34, c'est bien quand c'est ton métier, tu vois ce que je Ou veux quand dire. t'as 12 ans. Ou quand t'as 12 ans, voilà. Mais quand c'est ton métier, tu vois une Bella Hadid, je comprends qu'elle fasse du 34 parce que c'est son gagne-pain, tu vois, et que c'est une super modèle et que, voilà, bon, c'est sûr que c'est facile. En France, c'est facile. vital. Et voilà, elle fait très attention à ce qu'elle mange, elle fait beaucoup d'exercices, elle a toujours très certainement des nutritionnistes, tu vois, qui lui font, voilà, des... On est dans une autre industrie, c'est On celle est dans une autre industrie, du donc, tu vois, mannequinat, tout et ça. c'est son gagne-pain. Mais Ouais. je pense pas que cette industrie soit une référence de ce qu'est, tu vois, la femme et de ce que l'être humain est dans le monde. Et ce combat qu'on a pour l'image, tu vois, de la femme et pour la libération de, tu vois, des mensurations, etc. Ouais. Donc toute cette discussion et cette parole qui s'est libérée ces dernières années, moi, il y a quelque chose quand même que je remarque, c'est qu'on l'a pas du tout chez l'homme. Et quand tu regardes des couvertures d'un GQ, d'un Vogue Homme, de tous ces journaux, tu vois, de tous ces titres masculins, t'as déjà vu des mecs qui avaient du ventre en couve du GQ? Jamais. Bon, des magazines comme le Men's Health, bon, j'imagine qu'il faut quand même des abdos pour un journal qui parle de sport. Oui, qui parle de sport et de trucs. Oui, c'est vrai, effectivement, Mais- je m'étais jamais fait la remarque. Mais Ouais. tu J'ai jamais vois, et observé. c'est le GQ, je crois, est-ce que c'est le français ou l'américain, qui avait sorti une cover, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Alors là, je vais être très très mauvais parce que je saurais pas du tout te dire quel talent était en cover de GQ, mais qui était un mec qui avait ce qu'on appelle le dad bod, tu vois, Ouais. donc qui est le ventre, tu vois, du mec. Ouais. Et en fait, quand j'ai regardé le journal, je me suis pas dit, ah, le mec est pas mal, mais je me suis dit, en fait, la vie, la vraie vie, elle est là. Il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer, effectivement, la place de la femme, et c'est une discussion hyper importante, et c'est un combat qu'on mène un peu chaque jour tous, Ouais. à notre échelle. Oui. Tu vois, en Oui, oui, prenant oui. des valeurs, en se disant, voilà, que tu vois, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais donc tout ça pour en revenir, effectivement, à la manière dont moi je m'habille, et dont, tu vois, dont je me lève et je me prépare le matin, ou tu vois, je me présente aux autres. Je crois qu'en fait, peut-être pendant des années, tu vois, je me suis dit, bon, oui, il faut que je sois bien pour les autres. Et en fait, je crois que maintenant, j'en suis arrivé à un truc où je me suis dit, j'ai envie d'être bien pour moi. On s'est vu déjà quelques fois. Tu fais partie de ces gens, peut-être un petit peu comme moi. On te voit le lundi, t'as un look plutôt décontracté. On te voit le mardi, Ah t'as ouais. un look prépi. On te voit le mercredi, t'es en mode street style. On te Hyper. voit enfin voilà. Et puis on te voit le vendredi, et une touche un peu queer comme ça. On sait pas trop parce que t'as eu un délire pendant le matin, tu vois. Mais ça reste toi. Il y a un côté très éclectique en fait dans les Ouais. les looks que tu. Il y a que tu quelque crées. chose que j'aime profondément dans le vêtement, c'est l'équilibre. Je pense que tu vois, tout est une histoire d'équilibre dans un vêtement. Quand tu crées vois. une silhouette, Ouais, quand tu prends un vêtement en quand tu crées lui-même. une silhouette. Ouais. Quand je choisis un vêtement, je t'avouerai qu'il y a plein de gens, tu sais, qui me disent, ah là là, avec quoi je mettrais ça? Et en fait, moi, quand je regarde un vêtement, je me dis jamais avec quoi je vais mettre ça. Je me dis, putain, j'adore ce pantalon, j'adore j'adore ce t-shirt, j'adore cette chemise, j'adore cette veste, etc. Et en fait, après, avec ce que j'ai dans mon placard, j'essaie, tu vois, de construire Tu un peu un recomposes, puzzle, ouais. tu vois, avec ça. Mais c'est vrai que et c'est d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est Marie Guérin qui m'avait dit ça une fois et qui m'avait dit, on sait jamais, tu vois, j'avais été dîner chez elle et elle me dit, on sait jamais à quoi ça tend, tu vois. Ouais, voilà. Parce que j'étais arrivé hyper street. Elle m'a dit, tu te vois jamais comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, j'aime bien changer. C'est en fonction de. Je crois que c'est en fonction de mon mood. Mais Ouais. c'est de là, tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'en fait, avant, je m'habillais vachement pour les autres. Et en fait, aujourd'hui, j'en suis arrivé à un truc où je me dis, je m'habille pour moi. J'ai envie de me faire plaisir à moi. Et donc, en fait, s'il y a quelqu'un qui me dit, ah, elle est bizarre ta veste, et ben, tu sais quoi, je m'en fous, en fait. Et quand t'étais petit, Ah, quand j'étais petit, j'essayais de rentrer dans un moule. parce que ça, tu vois, quand on est petit, au fil des discussions, je m'aperçois que la manière dont, à l'âge adulte, et qu'on est dans ce moment où soit on approche de l'acceptation, on travaille dessus, on est carrément dedans, Ouais. il y a beaucoup de réminiscences des expériences enfantines avec le vêtement, avec l'image et avec les liens qu'on rompt justement de par comment est-ce qu'on est habillé. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, quand j'étais plus jeune, non pas que je ne le sois plus, mais, mais quand j'étais plus jeune, je voulais absolument rentrer dans un moule et je faisais partie de cette génération. Très sûrement encore aujourd'hui, tu vois, dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, tu vois, tu veux absolument t'habiller comme tes copains et tu vas avoir les doudounes comme tes copains et tu vois. Mais moi, ma mère, elle m'a fait des sauts au plafond quand je lui disais, tu vois, à 14 ans que je voulais une doudoune qui coûtait 800 balles, tu vois, elle me regardait en me disant, mais t'es complètement cinglé, ça n'arrivera pas une seconde, tu vois. Mais parce que comme j'étais dans un lycée où des gens avaient, tu vois, des doudounes qui coûtaient 800 balles, et ben il m'en fallait une. Ouais. Et donc, en fait, c'est aujourd'hui, tu vois, c'est ce que je t'ai dit, tu vois, la dernière fois qu'on se parlait, je te disais, moi, je pense que je me croiserais aujourd'hui à 18 ans, je me mettrais des tartes, quoi. En me disant, mais réveille-toi, mon vieux, c'est pas la vraie vie. Je pense que pendant très longtemps, j'ai voulu rentrer dans un moule, d'où ce pourquoi, tu vois, aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de l'être. Ou en fait, j'ai envie d'être, tu vois, d'être moi-même, quoi. Je crois que j'ai envie d'être à l'aise.
Le confort. Le confort, c'est hyper important, hyper important. Tu sais quoi, j'ai passé des entretiens un jour pour une marque horlogère, dont je tairai le nom parce que c'était quand même une très grande marque, mais il m'avait dit qu'il fallait être en costume toute la semaine. Bon, non pas, on m'avait pas dit que le job était à moi, mais bon, quand on m'a dit ça, autant te dire que là, c'était mon rêve de faire de l'horlogerie. J'étais là, c'est plus du tout mon rêve. Ah non, plus. Ah non, mais pas du tout. Impossible. T'imagines, il faut aller vivre 6 mois de l'année là en Suisse, dans un village perdu au fond. Comme journaliste attaché de presse, mais en costard toute la Attaché de journée. presse, mais sauf que du coup, t'as un uniforme. Tu vois, donc t'es en costume toute la journée. Moi, Tellement c'est élégant. horrible, parce que je n'ai pas de costume. Quasiment pas. J'en ai quasiment pas, je dois en avoir genre peut-être un ou deux, tu vois. Ouais. Mais tu ne me vois jamais en costume. Les seuls moments où tu me vois en costume, c'est quand je vais à un mariage. Ouais. Après, si je suis invité, tu vois, à un dîner qui est un peu chic, etc., je vais toujours trouver des manières un peu détournées De twister. de rester un peu chic, parce que je vais te mettre une chemise, mais je vais pas prendre une chemise qui va être hyper cintrée, que je vais mettre avec un pantalon, tu vois, qui va être un peu cintré, une petite veste un peu cintrée. Pas du tout. Je vais te prendre une chemise hyper oversize, avec un pantalon à pince hyper oversize, et des très grosses sneakers, mais qui vont être quand même des sneakers un peu jolis, tu vois. Pas de la Nike, tu vois, avec de la semelle, avec des bulles en dessous, tu vois, des trucs un peu cool. Et donc, en fait, je vais essayer de te twister ça, quoi. Tu vois, je vais essayer de mettre un espèce de châle que je vais rentrer un peu dans ma tu vas mettre une veste. jolie montre. Ouais, je vais essayer Je vois tout à fait. de rendre les choses, mais parce que j'ai envie d'être confortable, en fait. J'ai pas envie d'être prisonnier de mon vêtement, j'ai envie de porter quelque chose qui va me faire du bien, j'ai envie d'être à l'aise, parce que j'ai envie d'être à l'aise de mes mouvements, j'ai envie de, tu vois, pouvoir... C'est incroyable comme ce mot revient, quoi. Là, sur les 3 premiers épisodes, les 3 premiers invités, avec les 3 premiers invités, on a aussi évoqué cette question du Ouais, confort. ouais. Mais c'est peut-être une question d'époque aussi, tu vois, où toi qui as étudié quand même un peu l'histoire de l'art, moi pas du tout, mais je sais quand même, c'est que le confort, il est souvent lié, enfin en tout cas dans l'histoire du vêtement, il est lié à l'émancipation. Et tu vois, on parlait les gens parlent beaucoup plus de ce qui se passe, revendiquent plus leurs droits et tout ça, que le confort, de manière indirecte, il est lié, tu vois. Bien sûr. C'est-à-dire que les femmes qui ne font pas un 34, eh bien, elles refusent de souffrir pour avoir l'air d'avoir un... Aujourd'hui, tu vois. ouais, je crois que la pensée, elle a profondément changé. La manière de s'habiller, elle a changé. On le voit quand tu fais le tour des boutiques. Bon, il reste encore quelques créateurs, tu vois, qui font des trucs où t'as vraiment pas du tout l'air à l'aise. Après, il y a certaines marques, par exemple, tu vois, Christian Louboutin, c'est un chausseur. Il le dit lui-même. Ouais. Il dit que ces chaussures, elles sont pas faites pour être confortables. Ouais, Bon, bah, à c'est partir de ce postulat, tu sais que ça va pas être confort. C'est ça. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est facile d'être à l'aise dans un vêtement. Il suffit de le choisir bien coupé, quoi. Bon, bah, pour ça, effectivement, il y a un autre combat, tu vois, c'est la fast fashion. Faut pas s'étonner qu'un jean, quand tu le mets, un jean H&M, quand tu le mets 3 fois à la machine, faut pas s'étonner, tu vois, qu'il soit mal fichu après. Parce que fatalement, bon, bah, c'est pas le même prix. Tu sais que quand tu vas acheter un jean 9,90 €, bon, bah, tu sais que fatalement, un jean qui va en valoir 600, ça va pas être la même fabrication, ça va pas tenir pareil dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut, tu vois, je pense, Il y a une réflexion, tu vois, une vraie réflexion. ouais, une réflexion à avoir où je me dis, il faut peut-être acheter moins, il faut peut-être arrêter d'aller sortir des vêtements parce que t'as aussi, tu vois, nous, on voit aussi de plus en plus de marques, tu vois, qui droppent des vêtements tout le temps, constamment. Même dans les marques qui font appel à vous comme agence. Non. Pas trop, parce qu'on a des marques qui sont assez héritage, qui font très attention. Les lunettes, c'est quelque chose d'assez différent parce que ils produisent en plus petite quantité. Chez Jimmy Fairly, ils ont un drop par mois, mais eux, ils produisent en plus petite quantité. Donc, en fait, ils sont pas débordés par leur stock, Okay. tu vois. Mais t'as des marques qui, tu vois, produisent en très, très, très grosse quantité et en fait, ils se retrouvent avec des stocks de vêtements colossaux qui dorment ailleurs, tu vois, qui dorment dans des entrepôts, dans des stocks, etc. C'est très difficile de s'en débarrasser. On a surtout beaucoup créé de choses. Après, tu as quand même aussi, je trouve, une conscience. Maintenant, la conscience écologique, elle est devenue complètement obligatoire. Quand tu construis une marque, tu vois, comme par exemple Rodé, qui a été, tu vois, fondée par Emily Crix et avec Valentine Whitmer. Les Et en maillots de fait, bain. les maillots de bain Rodé, elles construisent tout, tu vois, à partir de matières qui sont recyclées. Donc en fait, le but, c'est qu'effectivement, il faut arriver aujourd'hui à créer des choses en ayant un impact qui est le moins fort possible. Et ça, je pense que on aurait des marques, tu vois, qui viendraient nous voir et qui n'auraient pas cette conscience écologique, on dirait non. Mais je le dis même, oui, je dirais non.
parce que je pense que c'est obligatoire. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ouais. Tu vois, quel journaliste je vais aller voir en disant coucou, j'ai cette marque qui vient d'arriver au bureau, tout est fabriqué en Chine, on sait pas trop qui la fabrique. Les colorants sont dégueulasses, c'est déversé dans des rivières. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois Ça fait du mal à des gens, mais par contre, ils font 40 milliards de chiffre d'affaires par an. Moi, j'ai lu un article, il y a une marque dont je ne citerai pas le nom parce qu'en fait, on la cite déjà trop, qui a 7000 nouvelles références par jour. Ça quoi. m'étonne pas. 7000 Moi, je pense références qu'on pense par tous à la même. jour. Ça, c'est un combat. Ça, c'est vraiment un combat qu'on doit mener parce que c'est, pardon du terme, mais c'est dégueulasse, un truc comme ça. Ouais. Parce que ça, tu fais pas du bien aux gens, tu fais du mal. Je vois, tu vois, moi j'habite à Ixelles, pas loin de la commune. Tous les matins, je passe Chaussée d'Ixelles. Chaussée d'Ixelles. Mmh. Tous les magasins qui sont là, Mmh. les gens avant l'ouverture, ça Ils sont devant la porte. font la queue devant ces boutiques pour acheter des choses dont les gens n'ont pas besoin. Ouais. C'est ça le problème, en fait. Et je pense qu'on les a tellement éduqués à acheter et accumuler, qu'en fait, ça en devient un peu tu vois, le tout et le n'importe quoi. C'est hyper compliqué. J'ai justement à ce sujet-là, j'ai écouté un podcast hier qui parle de ça en fait. Qui sont les gens qui consomment ces produits? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe? C'est pas possible aujourd'hui. Non. En 2024, ce n'est pas possible de ne pas savoir On que peut pas ne pas être au courant. Voilà, c'est pas possible. Il y a quelques années, il y a peut-être 5 ans, d'accord. 5 ans, ok. Je peux entendre que il y a une part des consommateurs de la fast fashion et de la fast fashion qui n'étaient pas au courant, qui n'avaient pas conscience. Aujourd'hui, c'est pas possible. Ouais. Mais cependant, ces gens continuent de faire ce qu'ils font. Ouais. Et ils ont des enfants. Et puis ils vivent sur cette planète. L'impact, ils vont le L'impact, ressentir. il est énorme, mais tu sais, je vais te dire aussi quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, nous, dont on a conscience quand on est communicant, c'est que la génération, tu vois, qui arrive, qui est très très jeune, elle a fatalement une force de parole qui est bien plus impressionnante et bien plus grande que la nôtre, parce qu'elle utilise des réseaux sociaux bien plus profondément que nous on l'utilise, comme par exemple des réseaux sociaux, TikTok, tu vois. On sait pas trop ce que ça va devenir parce qu'il y a des débats et je pense Il paraît que c'est incroyable. J'ai discuté avec quelqu'un qui c'est une force de frappe énorme. Une nana qui a 23 ans. Énorme, c'est bien plus fort qu'Instagram. Elle mais me sauf dit que Google, quand elle a besoin de savoir quelque chose, faire une recherche, je sais pas comment elle fait, elle m'a pas Bien encore sûr. montré, ils vont sur TikTok. Quoi. L'algorithme de TikTok, c'est la très grande inconnue. Même pas nous, des bureaux de presse, c'est de l'Europe. C'est pour ça que les États-Unis s'y sont attaqués. Parce que c'est chinois et qu'en fait, on ne sait pas comment est-ce que cet algorithme influe sur des événements sociaux, tu vois, ce qui arrive dans le monde. Tu vois, je regardais une émission l'autre jour, tu vois, qui s'appelle C'est dans l'air, qui est diffusée sur France 5, qui est une émission extrêmement intéressante. Et en fait, il parlait justement, tu vois, du phénomène TikTok et comment ça avait des conséquences, tu vois, sur certains événements dans le monde, sur, tu vois, des révolutions, des révoltes, etc. C'est un réseau social dont on ne connaît pas l'algorithme, donc on ne peut pas réfréner. Donc on ne sait pas quelles sont les informations qui sont envoyées en Chine. On ne sait pas ce que les créateurs de contenu qui, eux, déposent des éléments sur TikTok. Qu'est-ce que la Chine, tu vois, récupère comme information là-dessus? Ça, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est une plateforme qui a une force de vente énorme. Mais énorme. Quand tu vois le nombre de vues qu'il y a sur des vidéos Instagram et le nombre de vues qu'il y a sur des vidéos TikTok, mais c'est 15, 20 fois, tu vois, TikTok a 20 fois la puissance d'un Instagram. Et quand tu dis vente de produits, mais d'idées surtout. Mais c'est énorme, absolument énorme, parce que, et tu vois, il y a certaines marques qui se sont mises à TikTok, et tu vois, toutes ces applications, ces réseaux sociaux, il y a des marques qui en ont compris les enjeux très rapidement. Gucci, ça a été les premiers à être sur WeChat, tu vois, en Asie, parce qu'ils ont compris que les Chinois utilisaient WeChat et l'autre application de messagerie instantanée dont le nom m'échappe, et ils ont compris très très vite, donc ils ont ouvert des canaux, déposé des pubs, etc. Tu vas commencer à sponsoriser. TikTok, c'est pareil, il y a beaucoup de marques, tu vois, qui ont traîné les pieds en disant c'est pas super sympa, etc. Aujourd'hui, regarde le nombre de gens qui regardent un show Vuitton en live sur Instagram et un show Vuitton en live sur TikTok. Tu comprends tout de suite l'algorithme. Je savais même pas qu'il y avait des lives sur TikTok. Oui, non. Moi, le premier live que j'ai regardé, tu vois, de Vuitton sur TikTok, c'est lorsqu'ils étaient en train de défiler au Louvre, à l'intérieur du Louvre. Je sais plus quelle collection, c'était la femme, c'était Ghesquière, et c'était, je sais pas, il y a peut-être 1 an et demi ou un truc comme ça. Mais c'est la force de frappe est absolument énorme. C'est juste que nous, en termes de bureau, on n'en connaît pas les algorithmes. Ouais. Instagram, on arrive à le maîtriser. C'est là que TikTok, on a du mal, nous, à proposer des choses parce qu'on gère aussi, tu vois, des réseaux sociaux. On donne des conseils sur l'achat de pubs, d'espace, tu vois, sur même les sites internet, etc. Tu vois, on sait où est-ce qu'il faut placer ta pub et on donne le maximum de conseils pour le digital parce que c'est aujourd'hui un canal qui est hyper important. Mais il y a des réseaux sociaux comme TikTok qu'on maîtrise pas. Regarde, tu vois, je sais pas si tu connais
Twitch. Oui. Twitch, qui est une plateforme de gaming, tu te dis, mais le nombre de gens qui sont là-dessus, et aujourd'hui, les marques ne pensent pas suffisamment à ce genre de choses. Moi, on m'a dit il y a 2 ans maintenant déjà, quand je bossais déjà sur DHV, on m'a dit ouais, mais en fait, il faut que tu fasses une émission sur Twitch. Il faut que ce soit une émission en live Bien sûr. sur Twitch. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, tu vois, certaines très grandes marques ont réussi. Tu vois le pari de Twitch avec brio. C'est Vuitton qui a été une des premières marques aussi à organiser des gros événements. Alors, je suis moins calé jeux vidéo, donc j'ai pas envie de te dire une bêtise, mais il y a un jeu vidéo effectivement sur Twitch qui était streamé, tu vois, en live. Et en fait, ils ont organisé un concert d'un très grand rappeur américain, une stage, tu vois, qui était complètement construite digitalement, qui était toute brandée Vuitton, et le mec était en fait, ce grand rappeur, tu vois, était en live sur Twitch, et ça a été vu par des millions de personnes. Je trouve un peu cet enjeu, tu vois, qui est un peu perdu et qui est dommage dans beaucoup d'agences, tu vois, que j'ai vu et analysé un peu partout, où en fait, on prend pas suffisamment la mesure de ce que ces outils peuvent nous apporter. Et aujourd'hui, les gens qui ont, tu vois, 18 ans et qui ont 19 ans et qui n'ont peut-être pas le pouvoir d'achat, ou peut-être pas l'intérêt pour l'instant des marques qu'on représente, bah dans 10 ans, elles auront ce pouvoir d'achat. Hein. Mais sauf que c'est une génération Twitch. C'est pas une génération Instagram qui va arriver. Il faut être là où ils sont. Exactement. Ça, les influenceurs l'ont très bien compris. Tu vois, quand tu vois beaucoup de talents qui ont explosé, qui ont vachement réussi, et que moi j'ai vu beaucoup côtoyer, et que je côtoie d'ailleurs toujours, ils se sont tous très vite mis à TikTok parce qu'ils ont compris, tu vois, l'enjeu qu'apportait TikTok, et ils arrivent très bien avec brio, tu vois, à construire des choses super, à publier de super contenus sur TikTok. Je pense que c'est très important d'aller chercher ailleurs. C'est un peu constamment, tu vois, ce que notre métier nous force à faire. Il faut, encore une fois, on revient, tu vois, à la curiosité. Je pense que c'est hyper important d'aller chercher toujours ailleurs, sortir de sa zone de confort. Pas facile de sortir de sa zone de confort pour personne. Non, c'est pas confortable. C'est pas confortable, mais on est obligé de se faire violence parce que je pars du principe que si on fait pas bien notre job, quelqu'un d'autre le fera à notre place. Non pas qu'on soit hyper compétitif, parce que je pense qu'il y a du boulot pour tout le monde et qu'on doit être, tu vois, hyper encore respectueux les uns des autres et qu'on doit tous se considérer. Moi, quand j'ai ouvert le bureau ici, je me disais, j'ai pas du tout envie de marcher sur les plates-bandes d'autres bureaux parce qu'il y a des agences absolument super. Moi, j'ai vu des events, tu vois, extraordinaires, d'autres agences qui sont même pas une concurrence parce qu'on travaille pas sur la même manière. On fait pas du tout les choses de la même manière. Il y a certaines marques, tu vois, avec qui on parle où automatiquement on se dit c'est pas pour nous, vous seriez mieux dans tel genre de bureau, parce que on voit, tu vois, des réseaux peut-être, tu vois, un peu plus institutionnels ou tu vois peut-être des endroits qui sont très très spécialisés que pour le food and beverage, où tu vois, je côtoie certains journalistes qui m'invitent à des événements, donc je vois un peu, tu vois, ce que font les autres bureaux. J'étais encore dîner la dernière fois dans un restaurant, tu vois, dans le centre de Bruxelles avec une amie qui est journaliste. Le bureau qui s'occupe de ce restaurant, honnêtement, le resto était rempli que de gens de la presse, de têtes, tu vois, que j'avais aperçues de plus ou moins loin, et je tire mon chapeau à ce genre de truc parce que j'ai conscience de la quantité de travail que ça représente, et je trouve qu'il y a des gens qui font des boulots absolument formidables. Mais bon, je pense qu'il y en a absolument pour tout le monde. Ouais, je suis d'accord que se tirer dans les pattes, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et tu vois, on a lié des liens extrêmement agréables avec d'autres agences, notamment, tu vois, à Flamande, qui sont des très très grosses agences, qui sont très installées. Donc nous, on est genre baby, tu vois, à côté d'eux. Mais on pense, tu vois, et on les invite à nos events, et eux nous invitent à leurs events. Et c'est un truc auquel j'ai pas du tout été élevé. Tu vois, moi, j'ai grandi dans des agences où on se disait surtout, il faut surtout pas inviter des agences concurrentes, des fois qui nous piqueraient nos clients. Mais moi, jamais j'irais piquer le client de quelqu'un d'autre. Tu vois, si on vient pas frapper à ma porte en me disant j'ai un autre besoin et en fait le bureau avec lequel je suis ne me l'apporte pas, donc aujourd'hui j'ai envie de passer à autre chose et d'essayer autre chose. Bon bah ça c'est le choix d'un client qui vient nous voir. Mais jamais je vais aller prendre la liste, tu vois, d'un bureau, d'une agence. C'est contre l'éthique, ça. C'est contre. Impossible, tu vois. C'est impossible. Comment est-ce que tu t'habilles où tu t'habilles où? Tu sais quoi, si j'avais vraiment beaucoup d'argent, je passerais ma vie à m'habiller, je pense, chez Jil Sander. Ça, je trouve ça extraordinaire. Mais bon, j'ai malheureusement pas les moyens d'aller tous les mois chez Jil Sander m'acheter une chemise, même si je les trouve absolument extraordinaires. Parce que j'aime vraiment, je te dis, genre, j'aime le vêtement un peu ample et j'aime le vêtement confortable. Donc ça, Jil Sander, pour moi, c'est très ça. Bon, j'ai une passion pour, tu vois, les gens qui me connaissent savent que je porte des pantalons comme des garçons tout le temps. J'adore cette marque parce que je trouve que c'est les mieux coupés, c'est les plus cool, c'est les plus confortables et ça ne bouge pas. Je suis un peu flemmard, je suis le roi de la machine à laver, donc je fous tout en machine tout le temps et ça bouge pas, quoi. Donc ça c'est vraiment hyper bien. Ouais, sinon des chemises, je mets beaucoup de chemises. Personne nous écoute. Pas de fast fashion? Non. Jamais?
Franchement, non. Ça fait des années que j'ai pas acheté un truc chez Zara. Wow. Si, tu sais quoi, j'ai acheté un truc chez Zara parce que j'avais une soirée et j'avais envie d'un blazer, mais j'avais envie d'un blazer un peu fun. Tu vois, j'avais pas envie d'un blazer noir. J'en ai des blazers noirs, tu vois, que j'ai chez Mr. Porter ou des trucs comme ça, tu vois, qui sont un peu bien coupés ou du Burberry, des trucs comme ça. Mais là, j'avais envie d'un truc un peu fun et j'ai trouvé chez Zara un truc pas trop mal coupé. Il est genre bleu canard en velours. Ok. Il est dément ce blazer. Donc quand tu le mets avec une chemise un peu cool et un pantalon un peu cool, etc., ça passe. Mais tu vas pas me retrouver tous les mois chez Zara ou chez H&M ou des trucs comme ça. COS, je trouve ça pas trop mal. Les t-shirts sont bien. Encore maintenant? Ouais, les très épais là, je les adore. Ça c'est vraiment bien et c'est bien foutu et ça bouge pas non plus. Les compositions, tu regardes les Je compositions? regarde les compositions, que du coton. Jamais de trucs mélangés. Bon, pour les t-shirts, hein, évidemment, parce que t'as des trucs où t'es obligé Oui, c'est d'avoir, ça, ouais, tu c'est vois, compliqué. pour l'élasticité et tout, t'es obligé, tu vas pas l'échapper au polyester ou un peu de viscose une fois de temps en temps, quoique la viscose, c'est pas la matière la pire. Tu vois, le polyester, c'est vraiment sacrément dégueu, mais bon, tu vas malheureusement pas pouvoir y échapper. J'aime beaucoup les pulls. Bon, Les petites mailles, j'aime bien. j'adore les petites mailles. Et t'aimes bien les nids d'abeilles, mailles en nid d'abeilles. Ouais, j'adore les nids Ouais, je d'abeilles. sais. C'est vrai. On avait une chemise en nid d'abeille, tu sais quoi. Je t'ai scanné déjà. Ouais, c'est vrai, je vois t'ai ça. scanné ouais. déjà. C'est un métier, hein. Samia Boujard, scanneuse professionnelle. Voilà, scanneuse professionnelle. Non, je dirais, ouais, les mailles, bon, effectivement, qui n'aiment pas le cachemire, j'ai envie de te dire. Et ben, tu sais quoi, le cachemire, je vais te dire un truc, moi j'achète mes pulls chez From Future, ils sont hyper bien. Je connais pas From Future. Ils sont hyper bien. Moi, j'ai découvert le cachemire il y a quelques années. Je vais dans une friperie qui se trouve ici sur la chaussée d'Ixelles. Ouais. Ah, il y a une autre marque aussi, Absolute Cachemire, c'est hyper bien ça aussi. Absolument. Je Ouais. prends note. Et donc, je connaissais de nom, mais voilà. Et puis donc, je me suis acheté un pull donc en seconde main, mais il était neuf en réalité parce qu'il était parfait. Tu vois, il était impeccable, noir. Donc, j'ai découvert la sensation déjà du cachemire sur la peau. Cette sensation aussi de chaud, mais de chaud aéré. Tu vois, pas de chaud moite. Ouais. C'est-à-dire, t'as chaud, Ouais. mais c'est pas moite. Et puis après, j'ai enchaîné avec un pantalon Oh là en là, cachemire quel luxe. que j'ai usé Quel mais bonheur. jusqu'à la corde. Littéralement, Jules, jusqu'à la corde. Tu Mais sais, ici, entre les... tu les verrais, moi, mes pulls, j'ai des trous au coude. Donc je les mets plus que chez moi maintenant. J'en ai Ah non. évidemment, j'ai pas des trous au coude à tous. Mes deux préférés, j'ai des trous au coude. Voilà. Donc je cherche un truc, c'était une solution. Je me disais que j'allais peut-être mettre des coudières, mais des coudières un peu fun. Ouais, tu peux me montrer, Tu vois, on peut trouver. Genre coudières en tartan, un truc comme ça. Ça Tu peut vois, être il y en a un vachement qui est sympa. gris, qui est On peut assez le épais, faire faire, ouais. et un autre qui est bleu glacier. Donc je me dis, ça peut être fun de faire un truc un peu drôle. Tu vois, Mais moi, pour je connaissais pas du tout avant ça, où je les ai pris pour moi, alors que plusieurs années auparavant, c'est moi qui ai fait l'ouverture du magasin COS ici à Ouais, Bruxelles. J'ai ouais. travaillé pour le groupe. Ouais. Et donc, au tout début de COS, il n'y avait quasiment que des matières naturelles. C'est pour ça que je te demandais si tu faisais attention aux matières. Et donc, il y avait des pulls en cachemire. C'est là aussi que j'ai vu pour la première fois des vêtements entièrement en cachemire. Était vachement bien, ouais. Et j'en ai offert à mon cher et tendre. Mais j'avais pas tellement de... Enfin, le mien, je l'ai pas porté parce que je l'ai lavé et puis il a rétréci. C'est devenu un pull de poupée que j'ai filé au nounours de ma fille. Mais je l'ai pas porté, en fait. Ah ouais. C'est que quelques années plus tard que je me suis acheté, moi, ce pull-là, en fripe. C'est vraiment incroyable. C'est le truc que tu peux porter tout l'hiver. Donc, j'en reviens sur toi. Donc, les t-shirts, que du coton, nid d'abeille pour Ouais, la maille, ouais, le absolument. cachemire pour la matière Ouais. et le confort, en fait. Le confort, toujours. Non, hyper important. Et surtout, pas jeter ses vêtements. Tous les gens qui foutent leurs vêtements en l'air, non, mais pas possible, ça, ce genre de truc. Moi, je pense qu'il faut les rafistoler. Il y a toujours, bon, il y a certains trucs où là, tu peux plus rien faire. Mais tu les as seulement vraiment quand utilisés tu as jusqu'à acheté, la voile. mais seulement quand tu as acheté des choses de qualité. Parce que rafistoler Ah bah c'est sûr, rafistoler un t-shirt, une un référence. t-shirt H&M à 1,99, ça marche pas. Hein. Voilà, c'est sûr. c'est ça. Non, mais par contre, tu vois, effectivement, quand tu vois un trou dans un jean ou un truc comme ça, bah là, il faut rafistoler, quoi. Le pull en cachemire où on met des coudières. Évidemment. Mon pantalon que j'ai Ah, ce usé pull jusqu'à en la moelle cachemire, je ici, peux là. te dire que je vais l'utiliser toute ma vie, quoi. Ah, non. Je trouve que, tu vois, il y a certaines choses où je trouve que si t'es pas obligé d'acheter des pulls, tu vois, chez l'Europiana pour avoir un cachemire de bonne qualité, un peu contrôlé. Il y a des alternatives aujourd'hui, tu vois, il y a des marques qui font même, tu vois, des marques belges qui font, tu vois, des super vêtements. On s'est occupé, par exemple, de Mardi Edition. Tu vois, Mary Smith, elle prend des chutes de tissus qui viennent de stock dormant et Ouais. elle te sort, tu vois, du cachemire qui vient de chez Vuitton, Ouais. tu vois, dont les marques, tu vois, dont certaines marques, tu vois, n'ont plus l'utilisation et non plus l'utilité, et elle t'en fait des vêtements avec, tu vois. Ouais, Donc, ouais. tu as une veste, tu vois, qui va te coûter, genre, tu vois, 395 au lieu de t'en coûter 3395, tu vois. Ouais. Et tu vas pourtant avoir une qualité qui va être très similaire, où tu vas avoir, tu vois, un super rendu, un super coupé, la matière va être démente. Et ben, si t'as un bouton qui tombe ou si t'as, tu vois, une Faut petite réparer. déchirure, et ben, tu l'amènes chez un couturier. Ouais, et tu le mec te répares, fait ouais. ça super bien, À fond. tu vois. On va arriver au moment
Du portrait en vêtements. Donc voilà, j'ai fait une petite transition. Donc si t'étais un pull Bah, un cachemire. avec capuche, Non, un genre 8 fils, simple, col rond, droit, tu vois, genre très simple. efficace que tu peux mettre. Efficace que je peux mettre avec tout et dans lequel, encore une fois, le mec est chiant, tu vois, mais dans lequel je vais être à l'aise, en fait. C'est hyper important d'être à l'aise, tu vois, dans ces vêtements. Donc je vais avoir envie, tu sais, je vais remonter mes manches, machin. Enfin, tu vois, j'ai pas envie que ma montre, elle reste coincée dedans, j'ai pas envie que mon bracelet s'attache. S'accroche, ouais. Tu vois, j'ai envie d'être, voilà. Et il serait de quelle couleur? Pas noir, je pense gris. Ah ouais. Ouais, Ok. un gris ou un bleu marine, peut-être gris plutôt. Bah, c'est mon préf, celui, je vais te l'amener, tu vas voir, il est trop beau. Si t'étais une chemise, Une chemise blanche, oversize. Très très oversize. Je fais un S, je dirais un XL quoi. Bah, tu vois, on s'occupe de Figaré, je trouve qu'ils te coupent les chemises extraordinairement bien. Ils le font quand même depuis très longtemps, c'est un métier, hein, tu vois, d'une chemise extrêmement bien coupée. Et typiquement, les chemises blanches que je prends chez eux, popeline blanche, un col classique, droite, XL. Ça c'est extra. Tu mets un t-shirt en dessous blanc, j'ai la même. bah voilà. Je mets pas de t-shirt en dessous. Je ben, mets mon ça. plus beau soutien-gorge. Et ben, bah, exam. Si t'étais un pantalon, tu l'as dit tout à l'heure. Un pantalon comme des garçons, large, fourche basse, Ouais. à pince. Tu vois comme j'ai là, ça c'est trop bien. Tu vois, regarde, genre, tu Ah, vois, il a j'aurais pas pince, dit qu'il y là. avait des pinces. Et en fait, il est très bas et tu vois un peu large. Encore une fois, tu vois, je suis à l'aise, quoi. C'est marrant parce qu'on dirait plus un cargo, tu vois, comme ça. Bah, c'est un peu une ambiance cargo, mais en fait, je pense que ce qui fait un peu cargo, c'est ces empiècements, Les tu vois, de empiècements, jeans et de carreaux rouges, etc. Mais c'est ça. Ouais, je dirais ça. Ça ou un jean Levi's, tu vois, un 501, tu vois, genre très simple. C'est très classique en fait. Mais tu vas chercher dans le détail. Je vais aller chercher dans le détail. Je vais mettre, tu vois, ou alors je vais mettre une veste un peu démente, ou je vais mettre, tu vois, une paire de lunettes de soleil. Bon, mais ça, les lunettes, Samia, si tu vois, je pense que si tu viens un jour à la maison, tu vas comprendre, tu vois. Bah, il y en a partout, il y en a partout dans Mais mon je croyais bureau. que c'était des trucs du showroom, genre. Ah non, celle-ci, c'est les miennes. Ça, c'est les tiennes. Ça, c'est les miennes. Ah ouais. Ouais, Moi, j'ai ouais. entamé une petite collection de lunettes de soleil aussi, C'est bien. que je mets dans des. Alors, elles ont toutes Mais les. je trouve qu'une lunette de soleil, ça finit un look. C'est comme les Tu chaussures. vois Je suis tout à fait Et d'accord. t'es pas obligé de mettre des verres très foncés. Aujourd'hui, il y a des verres qui sont très clairs et que tu peux même porter quand il fait un peu grisâtre. Tu vois, t'es pas obligé qu'il fasse full soleil parce que tu Exact. vois, nous on reçoit des gens dans la boutique Jimmy Fairley, des journalistes, des talents et tout, qui te disent mais quand est-ce que je les porte? Tu dis mais tout le temps, tout le temps. Moi j'ai tout le temps des lunettes de soleil avec Ouais. moi. Moi, aussi, j'en ai maintenant un peu partout. Ouais. J'en ai un petit peu partout dans mes Voilà. sacs, dans la poche des grands manteaux. Dans la voiture, Dans la voiture, il y en a ouais, c'est ça. partout. Tu vois. C'est ça. Ouais. Donc, t'as une passion pour les grandes lunettes. Ou pas, Pas spécialement forcément. grandes. Non, j'aime les verres jaunes. Ça, j'ai par contre une passion pour ça, c'est les verres jaunes. Alors ne me demande pas d'où est-ce que ça vient, mais je crois que voilà, j'ai une passion pour les verres jaunes. Et c'était une paire de chaussures. Parce que ça aussi, tu es très éclectique dans tes choix. C'est pas facile, ça, Ça, une ça paire doit de être compliqué. chaussures. Je pense que j'ai une paire de baskets, comme quoi on se refait Le pas. confort. Comme quoi on se refait pas, mais je pense qu'une paire de baskets, si, en fait, tu vois, genre j'ai des Nike Air, tu vois, les Air Force que j'ai depuis, que je porte depuis littéralement mes 13 ans, et je crois qu'en fait, Ça serait ta paire. la paire blanche, tu vois, de Air Force, parce qu'elle va avec tout. Ouais. Elle va aller aussi bien avec un pantalon de costume, parce que ça va te rendre un peu plus jeune et un peu plus cool. Elle va aussi bien avec un jean, avec un 501. Elle va aussi bien avec un pantalon comme les garçons qu'avec un pantalon de cargo. Elle va aussi bien aller avec un short. Elle va aller bien avec tout. Je suis tu vois. d'accord. Tu sais quel rêve mon cerveau vient de m'envoyer, là, Dis-moi. tout de suite? Ophélie Winter. Ophélie Winter. Je sais pas comment t'as eu cette rêve, mais. Tu Ouais. vois? Ouais. Le En fait, costard de mec, elle portait Exactement. hyper Exactement. oversize. Ouais, non, c'est avec exactement ça. Non, je trouve que, c'est vraiment une paire de chaussures, je dirais une paire de Air Force. Chapeau, je t'ai jamais vu chapeau, casquette. Casquette. Je Ouais. porte vachement de casquettes. Ok. J'adore ça. Écoute, casquette plutôt foncée. J'aime pas les casquettes baseball. Tu vois, avec la visière qui est plate. Donc, Ça me va pas du tout. La du New tout. York. Ça me va pas du tout. Bah, il y en a certaines, les New Era, tu vois, Ouais. où t'as la casquette qui est un peu plus incurvée, tu vois, la Mhm, visière un peu plus incurvée, ça me va. Mais la casquette, tu vois, baseball Surtout, très large, ça me va pas du tout, du tout. Je crois qu'on a un joli petit portrait robot. Je vais faire de toi une petite animation. J'adore faire ça. J'ai hâte de voir. C'est nul, mais j'adore. J'ai hâte de Je voir. m'amuse, quoi. La question signature du podcast. Ok. Quelle est ta définition du vêtement? Donc, si tu étais le rédacteur du dictionnaire, à vêtements, tu mettrais quoi? Elle est pas facile cette question. Tu sais que j'y ai pensé. Et en fait, j'ai du mal à trouver une réponse. Parce que la réponse, tu vois, qui va être assez facile, c'est de te dire que le vêtement, c'est une manière de s'exprimer soi. C'est évident. Fatalement, tu vois, on s'habille tous parce qu'on a envie d'exprimer quelque chose de manière plus ou moins évidente. Je sais pas, si je devais définir le vêtement,
Je pense que ça peut être aussi un peu comme une arme. Je trouve c'est une arme parce qu'il a toujours, tu vois, dans l'histoire du monde, le vêtement, il a toujours représenté quelque chose. Tu vois, que ce soit les rois de France, que ce soit, pourquoi est-ce que les militaires ont un uniforme de militaire? C'est parce que le vêtement, et d'ailleurs, tu vois, les épaules, tu vois, les décorations, etc., sur un vêtement te donnent des grades, etc. Le vêtement, tu vois, si on brûlait des soutiens-gorge dans les années 70, tu vois, c'est bien parce que, justement, le vêtement avait, tu vois, une signification et une valeur. Tu vois, l'invention du denim, qui, C'est pareil, social et tu vois, politique. c'est social, un vêtement. Donc, je trouve que c'est aussi une arme. Ça permet aussi de dire des choses. Regarde la reine d'Angleterre, Queen Elizabeth. Tu vois, quand elle était toujours évidemment vivante, lorsqu'elle s'habillait, tu vois, dans ses tenues, elle faisait des trucs qui étaient complètement délirants. Quand tu analysais les vêtements qu'elle mettait, tu vois tous les débats par exemple qu'il y avait sur l'Union européenne où tu vois le Brexit et qu'elle venait arriver habillée en bleu avec genre une robe avec tu vois des bijoux jaunes qui sont clairement la couleur du drapeau de l'Union européenne. Elle veut faire passer un message politique et elle le fait passer extrêmement bien. Et donc en fait le vêtement ça a toujours pour moi été, je pense si ma définition c'est ça, c'est une arme en fait. Merci Jules. Voilà. Merci à toi, Samia. Merci pour ce moment délicieux. Arrête, tu vas continuer à me faire rougir. Merci à toi, Samia. J'espère que cet épisode avec Jules t'a plu, que tu as passé un bon moment et pourquoi pas même que tu as appris des trucs. Alors, pour ma part, je t'invite à suivre le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et à venir aussi me suivre, me follow sur Instagram. Des bises! Déshabillez-vous est un podcast créé, présenté et produit par Samia Boujard, moi, avec une musique originale de Maëva Fiston, alias MPLI, montage, mixage et post-production par Alice des Belles Fréquences et Laetitia, podcast manager. DHD. Déshabillez-vous.